Bonjour et bienvenue sur ce nouvel échange de votre podcast Homéorésie du vivant. Je m'appelle Aurélie Montin et ici, sur cette émission, je suis l'interlocutrice de Pierre Etchart, qui au fil des épisodes vous transmet les principes du vivant et vous partage un nouveau regard sur le monde qui nous entoure. Une interlocutrice qui sera un peu comme vous, enthousiaste et surtout curieuse d'en découvrir toujours un peu plus. Humble, mais fière en même temps, de cheminer vers une plus grande autonomie de la pensée. Je porterai ainsi votre voix, vos questions, vos remarques. D'ailleurs, avant de rejoindre Pierre, et parce que chaque épisode est à lui-même un voyage, je vous propose d'en découvrir une autre, de voix. Celle d'un petit homme qui n'a pas fini de vous surprendre, de vous faire réfléchir, voire même peut-être de vous inspirer. Les civilisations, les moments de la connaissance et de l'organisation humaine sont comme autant de rochers dans l'océan. Quand on voit une civilisation, un moment de la connaissance, on ne voit que le heurt de l'océan contre ce rocher, la vague qui se brise, l'écume jaillissante. Ce que nous avons cherché, c'est le lieu d'où l'on pourrait contempler l'océan tout entier dans sa calme et puissante continuité, dans son harmonieuse unité. Jacques Bergier, Le matin des magiciens. Bonjour Pierre. Bonjour Aurélie. On se retrouve aujourd'hui pour un épisode, comme on l'avait dit en concluant le précédent, sur l'embryologie. Alors dans embryologie, il y a embryon. Souvent embryon, c'est un mot qu'on connaît. Ouais. L'embryologie, même le mot, il est parfois moins connu, moins populaire, on va dire. Tout à fait. Ce qui va être vraiment on va dire le cœur de cet épisode, c'est de pouvoir définir ce que c'est que l'embryologie, qu'on puisse vraiment se faire une idée précise, et puis qu'on puisse avancer, mais comme on l'a fait régulièrement ensemble sur les autres épisodes, avancer sur le pourquoi c'est important de s'intéresser à ça, que ce n'est pas que exclusivement. Déjà, peut-être lorsque on devient parent, que ça peut être intéressant de s'y intéresser dans d'autres circonstances et puis en amont. Et puis que ce n'est pas non plus exclusivement réservé aux professionnels de santé qui suit, qui va faire les différentes échographies pendant les 9 premiers mois de bébé. Par quoi tu souhaiterais commencer, Pierre, lorsque on aborde l'embryologie? Par quoi tu souhaiterais commencer? Comment tu définirais ça? Après, la définition, donc du coup pour le coup c'est pas la mienne parce qu'elle est académique. Hein, c'est l'étude scientifique du développement des organismes à partir de l'œuf fécondé jusqu'à sa forme définitive. C'est-à-dire qu'il va y avoir un processus dans lequel l'œuf fécondé va grossir. Pour en fait les cellules vont se développer, se multiplier. Et jusqu'à obtenir en fait une forme qui par la suite ne va faire que grandir en taille. C'est-à-dire que les différentes structures vont apparaître petit à petit. Donc les différents systèmes du corps humain vont apparaître petit à petit. Mais à partir d'un certain moment, toutes ces structures seront mises en place et la suite de développement ne concernera que, je dirais, l'accroissement des différents systèmes qui se sont mis en place. Donc, il y a véritablement un passage entre ce qu'on appelle du coup l'embryon et le fœtus. D'accord ? Donc, très généralement, on va dire que ce travail embryologique, il a lieu en fait les 2 premiers mois, d'accord ? À partir de la fécondation, et que le développement du coup du fœtus va se faire par la suite en fait. Hein. D'accord ? Donc, il y a 2 étapes. Et la première étape, donc c'est celle qui nous intéresse le plus, c'est vraiment ce qui a lieu dans les 2 premiers mois au niveau embryologique et qui va expliquer la façon justement dont, comment est-ce qu'à partir de 9 fécondés, on arrive à créer la complexité d'un être vivant. Donc l'embryologie, c'est l'étude de chaque étape de ce qui se passe là sur ces 2 mois. C'est une matière à part entière que tu as eue toi pendant tes études. Ah oui, tout à fait. Ah oui, tout à fait. C'est une matière vraiment qui est enseignée donc en médecine, hein, qui permet effectivement de suivre les 2 premiers mois après la fécondation pour voir comment toutes ces structures se mettent en place.
Et du coup, comment on peut faire le lien par rapport finalement à nous dans notre vie de tous les jours, en se disant ça vaut quand même le coup de s'intéresser à ça, parce qu'effectivement ça a l'air tellement spécifique, en plus tellement délimité dans le temps. Il faut être honnête, c'est une langue à part. Ouais, ce sont que des mots très spécifiques ouais. dédiés pour ça. Pourquoi on devrait finalement investir du temps, on va dire, de l'énergie, pour comprendre un petit peu ce qui se passe pendant ces 2 premiers mois de vie de l'œuf fécondé. Énormément de choses. Énormément de choses. La première, je dirais que c'est parce que il s'agit de notre histoire. Tout simplement. C'est-à-dire que quand on dit ou quand on explique que pour savoir où l'on va, il faut d'abord savoir d'où l'on vient, mais en fait, c'est exactement ça. C'est-à-dire que pendant ces 2 premiers mois, vous allez avoir tous les éléments qui vont déterminer ou prédéterminer la façon dont on va évoluer dans ce monde. Et donc, il y a beaucoup d'éléments qui vont nous amener à, comme on l'a dit dans le podcast précédent, appréhender de façon beaucoup plus objective, parce que dynamique et parce que holistique, c'est-à-dire qu'on va étudier vraiment l'évolution globale de l'embryon, et donc d'avoir cette étude plus objective et donc plus proche de ce qu'est de ce qu'on a nommé dans le podcast précédent le réel, d'accord, de véritablement comment se passent les choses. Quand on étudie l'embryologie, on s'aperçoit effectivement que la première chose qui frappe, c'est justement la cinématique. C'est-à-dire qu'il y a une explosion de mouvement qui est au cœur finalement du vivant. L'une des caractéristiques justement du vivant, c'est le mouvement. Et ce mouvement, il est exprimé de façon, je dirais, la plus pure, justement, pendant cette période de l'embryogénèse. Donc, pour déjà essayer d'avoir une vision plus objective et d'essayer de modifier un petit peu la façon que l'on a d'imaginer le vivant, il faut passer par cette embryologie. Moi, c'est vraiment quelque chose qui m'avait vraiment très très marqué, justement quand j'ai appréhendé les premières heures de cours, c'est qu'effectivement je me suis vraiment rendu compte, et là ça fait le lien avec ce qu'on disait dans le podcast précédent, que j'avais une représentation de cette évolution de l'embryon qui était complètement figée et complètement en 2D, c'est-à-dire que je voyais vraiment une photo comme ça, une par semaine d'une certaine façon, et du coup tout ce mouvement là que tu évoques passait complètement à la trappe, alors que pourtant je suis maman de 2 garçons et c'est quelque chose qui me concernait non seulement, mais en plus qui m'a intéressée. Exactement. Et là, le fait qu'effectivement on ne voit pas le monde tel qu'il est, mais tel qu'on le pense, prend énormément son sens. Parce que tu as dû entendre, comme la majorité des gens, cette caricature, mais qui n'est que l'expression finalement de notre ignorance, de ces personnes, alors que ce soit des personnes qui en parlent sans savoir ou des personnes qui notamment vont faire une échographie pour la première fois. La plupart des parents te disent mais ils pensaient voir un haricot. Vraiment un truc complètement inerte, tu vois, un tout petit truc. Et ils sont impressionnés de voir que déjà si tôt, on voit les différents traits en fait physiques du bébé et on le voit en mouvement, c'est-à-dire qu'on le voit vivant. On le voit en train de bouger, de gesticuler, de mettre des coups de poing, des coups de pied, et que ce n'est pas un simple petit haricot là qui est inerte dans un coin qui attend que les 9 mois se passent. Et donc ça, si tu veux, déjà ça va avoir un impact extrêmement fort dans la représentation que va avoir non seulement la maman, mais aussi le papa du bébé. Quand ils ont vu la première échographie et qu'ils ont figé par l'image que le bébé en fait était vraiment vivant et qu'il était là, ça va modifier encore une fois leur posture et ça va les amener à modifier l'interaction qu'ils vont créer en fait avec le bébé.
Parce qu'encore une fois, on en revient toujours à la même chose. Si vous imaginez en fait que au moins pendant les 4-5 mois, c'est juste un petit haricot, ou si vous savez que dès la 3e semaine, vous avez déjà son cœur qui bat, eh bien, vous n'allez pas interagir de la même façon. Parce que vous n'allez pas avoir la même chose devant vous. Et comme on voit le monde, comme on le pense, on est obligé de passer par ça pour mettre les gens dans une posture où ils vont interagir finalement avec un être vivant, alors qu'on le sait que c'est un être vivant quand même. Mais on se le représente avec notre héritage réductionniste en 2D de ce petit haricot qui est inerte. Donc si c'est un petit haricot, bon mais pas besoin de s'en occuper. Il n'y a pas besoin de lui parler. Il n'y a pas besoin de lui faire écouter de la musique. Il n'y a pas besoin de lui faire de le caresser, de lui envoyer des intentions. C'est qu'un haricot. Par contre, si vous savez que dès la 3e semaine, le cœur commence déjà à battre et que votre être, en fait, il est déjà là, mais ça change tout, en fait. Et quand on sait, ça on y reviendra plus tard, mais ce qui se joue dans l'interaction justement entre l'environnement et le bébé dans ces moments-là, mais c'est crucial en fait, c'est déterminant. Déterminant. C'est-à-dire que ce que va vivre l'embryon et le fœtus va avoir un rôle déterminant extrêmement élevé. D'accord ? C'est comme si, dans le déterminisme, c'est comme si on jouait au poker, d'accord ? Et que, bon, alors, je parle de poker, j'y ai jamais joué, mais on va supposer que c'est comme ça. On distribue les cartes, et puis, si nos cartes ne nous conviennent pas, on a le droit de changer de carte. D'accord ? Et donc, on change, pour essayer d'avoir un jeu encore plus performant. D'accord ? Qu'est-ce qui se passe ? Pendant la période embryonnaire, les échanges sont, comme on le verra, donc, notamment dans la partie hormèse du 2e module de l'académie, l'embryon va avoir un niveau d'échange avec l'environnement qui est extrêmement élevé. Et vous allez voir que les valeurs que je vais vous donner, elles dépassent en fait l'entendement parce que ces valeurs sont au-dessus de ce que l'humain, c'est-à-dire l'adulte lui-même, vit. C'est-à-dire que le bébé échange plus avec l'environnement que la maman elle-même. Ok, alors d'accord ? Échange. Okay. Ça, c'est un petit teasing, mais je garde ça, déjà. Et donc, qu'est-ce qui va se passer ? Il a son jeu de cartes, le bébé. Eh bien, en fonction des informations qu'il récolte de son environnement, il va décider de changer ou pas son jeu de cartes. D'accord ? Et plus on est tôt, c'est-à-dire plus on est proche de la fécondation, plus on peut changer de cartes. C'est-à-dire plus on a le droit de changer de carte en termes de nombre de fois. D'accord ? Est-ce que là, du coup, ce que tu dis, c'est une question donc au niveau du code génétique qui est hérité, donc soit ça s'active, soit ça se désactive, et ça a été prouvé, c'est-à-dire que ça correspond à quoi ? Moi, ce dont je parle là, ce n'est pas l'expression des gènes. D'accord. Là, c'est véritablement la façon dont, en fait, là, j'ai presque envie de commencer le cours de l'année prochaine, hein, mais en fait, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que le développement de l'embryon n'est pas uniquement déterminé par ce qui se passe dans le ventre de la maman, mais il est en très très grande proportion déterminé par ce qui se passe dans l'environnement de la maman. Parce que, encore une fois, on ne voit pas le monde tel qu'il est, mais tel qu'on le pense, ce qui fait que ce que pense la maman, c'est-à-dire ses pensées, donc ses émotions, qui sont le résultat de son interaction avec son environnement, vont projeter au sein de bébé, qui n'a pas encore tous les éléments en fait pour créer lui-même une certaine forme de réalité. D'accord ? Son cerveau n'est pas encore développé, tout ça. Mais il va transmettre cette information-là au bébé, qui va déjà se faire une idée du monde qui l'attend. Mais du coup, j'ai 2 questions vraiment, Pierre. Ouais. Comment on peut savoir ça ? Ouais. La première chose. Oui. Et la deuxième chose, c'est qu'est-ce qui se passe lorsque la maman n'a pas conscience qu'elle est enceinte ? Alors, comment on le sait ? Ça, on le sait par les études biophysiques
qui ont été faites ces 30 dernières années, mais du coup, ça, ce sont des études dont je parlerai justement l'année prochaine. Ça fait partie du... Voilà. Donc ça, ce sont des études qui sont faites vraiment spécifiquement en biophysique. Et la deuxième chose, c'est qu'est-ce qu'on fait, ou en tout cas, comment ça se passe quand la maman n'est pas consciente de ça. Mais en fait, il se passe rien. C'est que tout simplement, c'est fait de façon inconsciente. Donc ça veut dire que par exemple, si la maman n'a pas conscience de ça, elle va pouvoir se laisser aller à des pensées négatives. C'est-à-dire, par exemple, je sais pas, une maman qui a la malchance, par exemple, d'être dans une période délicate, elle est un peu déprimée. Bon, elle va se dire, l'important, moi, c'est que je puisse donner à manger à mon bébé. Mais par contre, ce que je pense n'a pas d'incidence. Donc je peux être triste, je peux pleurer, je peux être pas bien. C'est pas grave, c'est pas grave. Mais en fait, alors que si elle le sait, si elle sait qu'effectivement toutes ces émotions-là va être ressenties, va être répercutées, et bien en fait, elle va pouvoir adopter une posture différente et se dire par exemple, non, il faut que je fasse quelque chose pour dépasser ça de façon urgente, parce que chaque minute là-dedans, c'est une minute dans laquelle je vais aussi je vais engager bébé là-dedans. D'accord ? Oui, et par rapport aux situations où la maman n'a pas conscience d'être enceinte, que ce soit dans les toutes premières semaines, mais pendant des dénis de grossesse un petit peu plus longs. Qu'est-ce qui se passe justement dans cette interaction ? Alors là, par contre, qui est un... Alors, le déni va... Alors là, c'est quand même assez complexe ce que tu me demandes, parce qu'effectivement, la notion de déni va créer déjà une interface supplémentaire en fait entre le bébé et la maman. Donc les informations ne vont pas transiter de la même façon. Mais par contre, elles vont transiter. Elles vont transiter parce que autant maman crée une interface supplémentaire par le déni, mais autant elle ne crée pas une barrière imperméable. Ce n'est que la maman qui décide de ne pas voir une certaine forme de réalité. Oui, parce que de toute façon, son corps s'occupe du développement du bébé. Donc le corps sait qu'il y a la grossesse, mais c'est au niveau conscient qu'il y a quelque chose qui passe pas. Mais la conscience est très très puissante, et donc elle ne va pas créer de barrière, mais elle va quand même créer une interface supplémentaire. Donc ça, évidemment, ça va avoir des implications. Alors à ce sujet-là directement, moi j'ai pas de données, mais par contre, oui, on peut supposer, par rapport à ce qu'on a dit auparavant, que il va y avoir effectivement que le bébé va déjà intégrer une certaine forme de spatialisation un peu différente. D'accord ? Voilà. Ok. Et du coup, quand tu expliques qu'il y a vraiment un rôle, en tout cas que ça vient déterminer certaines choses par rapport aux pensées de la maman et en tout cas à tout ce qui se passe dans l'environnement, pour être sûr, tu vois, de pas faire de raccourcis un peu trop simplistes. On pourrait se dire que du coup, s'il y a quelque chose de très défaitiste ou alors des situations de vie qui sont très déstabilisantes dans la vie de la maman, ça pourrait se répercuter sur la façon que bébé a de percevoir le monde. Tout à fait. Et pour autant, on peut constater que certains enfants qui vont naître alors que la grossesse est extrêmement bien passée, etc., et qui vont être dans une dynamique peut-être plus négative ou alors avoir un tempérament ou un caractère qui finalement ne colle pas du tout avec ça, alors que certains enfants qui sont nés dans des situations très très compliquées et qui vont être dans une dynamique extrêmement positive avec enfin, tu vois ce que je veux dire ? C'est pour juste expliciter certaines choses, parce que tu vois, même pour moi, il y a quelque chose de pas forcément très concret. Alors, il y a plusieurs biais dans ce que tu dis. C'est-à-dire que quand tu dis déjà que la grossesse s'est très bien passée, il faut voir de quel point de vue. Quel est le niveau d'objectivité ? Parce que tu vois, il y a certaines personnes qui vont te dire, notamment que les accouchements se passent très bien. Ça dépend de quel point de vue. Tu vois, parfois, on n'a pas le même niveau, si tu veux, est-ce que c'est du point de vue du médecin que ça s'est bien passé ? Est-ce que c'est du point de vue de la maman qui a accouché que ça s'est bien passé ? Là, je reprenais plus ton exemple de, tu vois, des pensées que la maman peut entretenir pendant la grossesse, tu vois, des situations de vie qui peuvent être... En fait. C'est ça, parce que autant on peut faire des dénis, si tu veux, de grossesse, mais aussi on peut faire des dénis de mal-être.
D'accord ? Il y a des gens qui sont en permanence en train de dire que tout va bien, et alors que ça ne va pas du tout. D'accord ? Mais parce qu'il faut être forte, parce que la vie c'est dur et tout ça. Et donc, tu peux très bien passer une grossesse à répondre aussi à des exigences sociales et à paraître la femme parfaite ou la femme idéale, tu vois, qui rayonne quand elle est pendant sa grossesse, alors qu'à l'intérieur, ce n'est pas forcément le cas. Donc, il y a quand même des biais qui peuvent exister et qui font que c'est très difficile d'évaluer ce genre de choses de façon totalement objective. Okay. En revanche, il y a deux autres choses à savoir, c'est que, tout n'est pas déterminé là. C'est-à-dire que tout ne se détermine pas pendant la grossesse, c'est-à-dire que tu peux avoir une grossesse très difficile avec des conflits, des difficultés au niveau émotionnel et tout ça, et avoir un accouchement qui se passe très bien et une vie avec un enfant extrêmement épanoui et tout se passe très très bien. Tout n'est pas déterminé à ce moment-là. Ça ne fait que positionner en fait tes cartes, parce que tes cartes après tu peux encore les jouer après la naissance. Hein. Tu peux encore les changer. Oui, hein. Heureusement. Attention. Ah ben oui. Ça, là, tu peux encore les changer. Mais tu pars quand même avec une certaine avance ou avec une certaine difficulté qui pourra être ajustée, si tu veux, en fonction de comment ça se passe par la suite. D'accord ? Donc, tout n'est pas déterminé là. Donc, on ne peut pas dire, parce que la grossesse, même objectivement, s'est très bien passée, que la vie de l'enfant va se passer super bien. Ça, il n'y a pas de niveau de déterminisme comme ça sur le long terme, si tu veux. Tu évoquais tout à l'heure le fait que le cœur commence à battre à peu près vers 3 semaines. Oui. C'est aussi à ce moment-là que les premiers symptômes peuvent se faire ressentir par la maman. 3 semaines. Pas en deçà, c'est-à-dire qu'avant, il y a rien qui peut dire qu'il se passe quoi que ce soit. Est-ce que c'est simplement une coïncidence ou est-ce que c'est justement c'est ce cœur qui vient informer avec son champ électromagnétique comme on en a déjà parlé. Alors, c'est deux choses différentes dans le sens où ce qui va permettre en fait à la maman de savoir qu'elle est enceinte, ce sont des données chimiques, biochimiques et non pas justement électriques. D'accord. Donc c'est la production en fait de certains types d'hormones qui va être retrouvée dans les urines et qui est liée en fait justement à la nidation et à l'implantation en fait qui a bien eu lieu et qui produit du coup des déchets et qui va permettre d'être détecté par la suite. Mais ton interprétation peut être aussi, elle est aussi, alors elle ne repose pas sur quelque chose qui permette de l'étayer, mais la coïncidence est là. Mais par contre, c'est important de remarquer les deux. C'est-à-dire que ce qui permet aujourd'hui de dire effectivement que de détecter la grossesse, c'est pas quelque chose d'électrique, c'est quelque chose vraiment de biochimique. Ok. Il y a plusieurs éléments, Pierre, que j'ai en tête et sur lesquels j'aimerais bien que tu puisses rebondir là dans notre échange. Déjà, du coup, dans l'intérêt de s'intéresser à ce qui se passe pendant cette période-là, on peut vraiment projeter à l'échelle société et notamment sur des sujets de société, comme par exemple l'interruption de grossesse, la date en tout cas à laquelle ça s'est autorisé. C'est quand même quelque chose qui est aléatoire, qui change entre les différents pays, qui change aussi au fil du temps. Et du coup, j'ai presque envie de dire qu'on ne pourrait ou on ne devrait pas discuter de ce sujet-là sans vraiment savoir ce qui se passe à la période où on est censé pouvoir prendre une décision. Et du coup, ça c'est vraiment quelque chose qui m'avait marqué, c'est-à-dire que justement toute cette évolution, donc le cœur qui commence à battre à 3 semaines, etc. Donc il y a un petit être qui vit à ce moment-là. C'est pas un petit haricot comme tu le disais. Non, exactement. Et du coup, le fait d'en avoir conscience, ça change forcément le regard qu'on va porter. Est-ce que ça veut dire qu'on sera d'accord, pas d'accord ? Je ne sais pas, mais en tout cas, ça permet de se poser la question avec les bons outils, avec les bons savoirs, quoi. C'est ça. C'est le problème que j'avais soulevé lors du cours que je vous avais fait sur l'embryologie, justement, c'est qu'aujourd'hui, malheureusement, il y a toute une politique sur l'avortement qui est assez agressive et qui s'appuie essentiellement sur une certaine forme d'ignorance. Et ça, pour moi, d'un point de vue éthique, ça pose énormément de problèmes. C'est-à-dire que moi, j'ai pas
je ne soutiens pas un avis, c'est-à-dire que je ne dis pas ça pour que les gens soient pour ou contre. Et d'ailleurs, ça m'est égal parce que chacun a le droit de choisir. Par contre, ce qui est important, c'est de savoir quelles sont les implications et de savoir quelle est la réalité de ce que l'on sait par rapport à ça. La date légale, elle est maintenant de 14 semaines. 14 semaines, donc comme on a 14 semaines, c'est énorme en fait. Et là où on est libre de s'interroger, c'est de savoir pourquoi 14 semaines. Parce qu'à 14 semaines, donc le cœur bat déjà depuis presque 10 semaines. Donc non seulement il bat, mais il a grossi. Tout le système nerveux est en place. Tout le système cardiovasculaire est en place. Tout le système pulmonaire est en place. Il n'y a que certains types de connexions qui demandent encore à évoluer entre les différents hémisphères au niveau du cerveau. Mais concrètement, à 14 semaines, l'être est déjà complet. D'accord ? C'est-à-dire qu'il ne va pas énormément changer. La seule chose qui va changer, c'est en taille. C'est-à-dire qu'il a déjà un bras. C'est juste que c'est juste la taille du bras qui va changer. Il a déjà un cœur. C'est juste la taille du cœur qui va changer. Et ainsi de suite. Donc, moi, je pense que, d'une certaine façon, cette communication agressive autour de l'avortement, elle a été aussi faite sur l'ignorance que les gens ont et sur le fait qu'ils pensent qu'à 14 semaines, il s'agit encore d'un haricot. Et que comme c'est un haricot, est-ce qu'on peut vraiment le considérer déjà comme un être vivant ? Voilà, le doute est permis et sur un malentendu, et voilà. Donc moi, j'ai aucun problème avec le fait d'avorter, mais il ne faut pas avorter en fait en ayant de fausses idées. Voilà, il faut ce qu'on appelle en fait le consentement éclairé. Il faut que les gens sachent pourquoi. Parce que ça a une véritable conséquence. Parce que cet être qui est animé dans le corps de la maman à 14 semaines développe et déploie déjà ce fameux champ électromagnétique qui vient de son cœur. Et donc, il y a une vraie connexion qui se crée entre la maman et le bébé. Et donc, si on décide, en fait, c'est pas un corps étranger. D'accord ? C'est-à-dire que c'est vraiment, il y a un lien entre les deux. Et donc, le fait d'avorter va avoir des conséquences sur la maman. C'est-à-dire sur l'identité même de la maman, qui était en train de s'adapter, de se construire au travers de cet être qui commençait à se développer. Donc, encore une fois, je ne dis pas qu'il faut ou qu'il ne faut pas. Ça, c'est à chacun de décider. Mais il faut avoir conscience, parce que le risque, c'est que la maman développe des troubles suite à l'avortement, des troubles qu'elle ne comprend pas et qui sont liés à ce que je viens d'expliquer. Et il y a beaucoup de témoignages en ce sens. Énormément. Et donc, moi, ce que je souhaite, c'est que les femmes qui le souhaitent et qui le peuvent puissent avorter, mais dans de bonnes conditions, mais pas uniquement technico-techniques. Et oui, pour se faire accompagner. Exactement. Aussi au niveau émotionnel, au niveau psychologique, parce que c'est là en fait c'est là où ça va être le plus dur. Parce que le fait d'avorter, et encore je dis ça, mais je m'avance un peu là, parce que c'est quand même violent comme situation, c'est très très violent. Et en plus de ça, vous avez derrière l'aspect psychologique et émotionnel. Et ça, c'est quelque chose qui est extrêmement sous-estimé et qui, à mon avis, c'est la cicatrice en fait qui reste. Parce que autant la violence qui est faite au niveau de l'action technique, ça se tasse. C'est-à-dire que ça disparaît au bout de quelques temps, on peut la dépasser. En tout cas, moi, c'est ce que je constate dans les témoignages que j'ai. Mais par contre, le choc, les conséquences de cette scission au niveau émotionnel et au niveau psychologique, elle dure, et je pense même que dans une certaine mesure, elle ne s'éteint jamais. C'est-à-dire que les mamans n'oublient jamais, elles font avec. Tu vois, c'est-à-dire qu'elles apprennent en fait à vivre avec cette sensation que je ne me permettrai pas de décrire parce que je ne l'ai pas moi-même vécue. Mais en tout cas, avec cette sensation, elles apprennent en fait à vivre avec. Il n'y a pas, comme pour le trauma physique où, si tu veux, après tu oublies. Tu sais que ça a été dur, mais
tu te lèves pas le matin en disant qu'est-ce que c'était dur et tout ça. Non. Ce qui reste vraiment, c'est la dimension émotionnelle, le lien en fait qu'on a coupé. Et c'est là où on se rend compte en fait qu'il y avait autre chose qu'un petit haricot. On revient au lien à nouveau. Voilà, le lien, encore et toujours. Et ensuite, par contre, moi, je me permets de rebondir sur une autre question en fait que ça pose. C'est qu'effectivement, ce bébé, il est déjà à la naissance, je veux dire, à 2 mois là, il est déjà extrêmement développé, épanoui. Mais il y a aussi la représentation que l'on en a par rapport à l'âge que l'on donne au bébé. C'est-à-dire qu'il y a des choses que l'on accepte par principe dans nos sociétés, sur lesquelles nous n'avons pas pris le temps de poser le pourquoi. Par exemple, pourquoi est-ce qu'un enfant, en termes d'âge, naît à la naissance? C'est-à-dire, pourquoi est-ce que sa date de naissance commence le jour de sa naissance? Ce qui n'est pas le cas dans toutes les cultures. Ce qui n'est pas le cas dans toutes les cultures. Par exemple, en Corée du Sud, et d'ailleurs, c'est une vraie problématique. En Corée du Sud, les enfants, même les gens, du coup, ont 1 an de plus que nous. Parce qu'en fait, pour eux, ils naissent au moment de la fécondation. Alors bon, moi, personnellement, spontanément comme ça, même par rapport à ma sensibilité, en fait, ça me paraît logique. Ça me paraît logique. Je ne vois pas en quoi est-ce que le fait de sortir du ventre de la maman a une valeur plus importante que la fécondation elle-même. Oui, c'est finalement comme s'il n'existait pas avant, qu'il n'existe qu'à partir du moment où on le voit. Donc ça revient à beaucoup de choses que tu as déjà évoquées, à savoir que voilà, par rapport à nos sens. Exactement. Et comme on voit le monde, non pas tel qu'il est, mais comme on le pense, si on pense que l'enfant vient de naître que maintenant, c'est-à-dire parce qu'il vient de sortir de la maman, eh bien, indirectement et inconsciemment, on va construire tout un mécanisme en disant, eh bien, avant ça, c'est-à-dire les 9 mois qui précèdent, il n'existe pas. Il n'existe pas. Et donc, on va pouvoir sous-estimer, on va pouvoir mépriser l'intégralité des besoins de bébé pendant les 9 mois de grossesse. Avec des excès, que ce soit au niveau alimentaire, que ce soit au niveau toxicologique, que ce soit au niveau émotionnel, que ce soit à tous les niveaux. C'est-à-dire, je m'en fiche. Moi, je me fais du mal, parce que mais le bébé, là, pour l'instant, il n'existe pas. Il est juste dans mon ventre. Tout va bien. Mais et puis il y a aussi certaines choses, malgré tout, certaines connaissances qu'on croit avoir, qui vont dans ce sens. C'est-à-dire que il est dans un endroit complètement isolé, peu importe ce qui se passe, de toute façon, lui, il est protégé, on va dire. Il y a rien qui transite, il y a rien qui se passe. Donc effectivement, un petit peu dans l'imaginaire, il est dans une bulle. Il grandit, on sait pas trop à quoi ça ressemble, et puis on s'en occupera quand vraiment il sera là et qu'on pourra le voir de nos yeux vus et s'en occuper concrètement à ce moment-là. Mais ça change complètement la donne. Totalement. Et on verra qu'il est exposé de façon beaucoup plus importante que la maman elle-même à tout ce qui est environnemental. Donc toutes les pollutions, toutes les sollicitations environnementales vont toucher bébé de façon beaucoup plus importante que la maman elle-même. Et attention, quand je dis ça, je ne rentre pas dans quelque chose où je dis que le bébé c'est quelque chose, ou que l'embryon, là on est dans quelque chose de complètement fragile. Le bébé, il va s'adapter jusqu'à une certaine mesure, hein, d'accord? Mais l'embryon et le fœtus vont s'adapter, mais la contrainte va être d'autant plus forte que nous n'aurons pas conscience de l'interaction que le fœtus peut avoir en fait avec l'environnement. Voilà. C'est-à-dire qu'on va créer un stress supplémentaire, mais bon, il va s'adapter. Mais ce stress va créer des formes de compensation et d'adaptation qui parfois peuvent être qu'on ne peut pas vraiment prédire, et ça peut amener justement à certaines formes de troubles et de désordre. Je te propose qu'on avance sur quelques autres questions qui je pense vont aussi beaucoup t'intéresser à développer. Il y a quelque chose qui m'a vraiment marqué lorsque tu détailles le système digestif, donc dans cette avancée de l'embryon.
il y a une différence entre ce que nous, on va nommer aujourd'hui, du coup, estomac, intestin grêle, côlon, etc., et comment c'est mis en place, et d'où viennent les tissus, et comment ça prend forme au fur et à mesure. Et donc, du coup, j'avais été un petit peu stupéfaite de me dire, mais alors, en fait, c'est pas venu d'une certaine façon tout d'un bloc, comme ça, du même endroit. Quelle est cette magie derrière ça, en fait? Ah, mais ça, c'est la magie de la vie, justement. Et elle ne peut être appréhendée, c'est-à-dire que cet aspect magique de la vie ne peut être appréhendé que par l'intermédiaire de l'embryologie, justement. C'est ça. Et oui, on ne peut pas le voir d'une autre façon. Donc, il y a d'autres choses en dehors de l'embryologie qui permettra de toucher du doigt d'autres aspects magiques du vivant. Mais ça, il n'y a que l'embryologie qui nous permet, comme je dis, de toucher des yeux la façon dont les choses se mettent en place. Mais il faut bien comprendre qu'au début, c'est quand même l'œuf fécondé, on est quand même sur une cellule qui se divise. Et donc, on n'a pas de tissu, on n'a pas au départ, c'est cette transformation, c'est-à-dire c'est l'accroissement du nombre de liens, d'accord, qui va générer l'émergence de tissus. Donc, encore une fois, c'est le lien. Donc, on n'a rien au départ, ou en tout cas, on n'a rien en termes de que nous sommes capables d'observer aujourd'hui quand on regarde un microscope. D'accord ? C'est-à-dire que quand on regarde une cellule, la première cellule, il n'y a pas d'estomac. D'accord ? Mais en se divisant, en augmentant son nombre d'interactions, en fait, ça va générer ces fameuses propriétés émergentes qui vont permettre, en fait, à certains tissus d'apparaître. Et se complexifiant, le nombre de cellules augmente, donc le nombre de liens augmente, donc la complexité augmente, donc le nombre de tissus augmente. Voilà. Et ça devient exponentiel. Mais c'est ça qui est absolument extraordinaire. C'est que on dit que du coup, c'est l'ADN qui contient ces informations-là, mais à un moment donné, ça n'explique pas pourquoi ça se fait, quand ça se fait, que ça se fasse au même moment pour tout le monde, et que ça se fasse. C'est vrai que dans cette cellule qui se divise, qu'est-ce qui impulse le fait que ça se divise? Et c'est vrai qu'en parlant de magie et d'émerveillement, j'ai encore en tête, justement dans un des tout premiers cours, cette rotation de l'embryon. Absolument. Qui arrive comme ça, mais c'est ça. Est-ce que tu veux nous en parler? Parce que là, c'est extraordinaire. Mais là, on parlait rapidement, ça va être compliqué parce qu'effectivement, on voit, on a le sentiment que à partir d'un certain niveau de complexité, j'expliquais que l'augmentation des divisions cellulaires va augmenter le nombre de liens, de relations. Et ça va faire émerger en fait l'apparition de nouveaux tissus. Mais cette complexité augmentant va aussi faire émerger du mouvement. C'est-à-dire que le mouvement va devenir l'une des propriétés émergentes en fait de la complexité qui vient au travers de l'augmentation du nombre de liens. D'accord ? Okay. Donc on y revient toujours. Et donc effectivement, il y a un mouvement de flexion qui se met en place assez tôt, et qui va déterminer tout le mouvement autour duquel, en fait, tous les tissus et les organes vont pouvoir s'enrouler par la suite. C'est incroyable. Ça, c'est vraiment incroyable. Et il y a quand même encore des choses, justement, qui ne sont pas complètement expliquées, qu'on constate. Ah non, il n'y a pas des choses, c'est la majorité. Ouais. Ah non, mais c'est la majorité. On peut vraiment dire qu'on est il y a une partie vraiment pour aujourd'hui de magique. On ne sait pas. Et aujourd'hui, justement, c'est là où la partie de recherche dans ce domaine-là est vraiment fascinante. Et là, ça, on le verra l'année prochaine. Mais il y a beaucoup de modèles aujourd'hui qui essayent d'expliquer ce qui se passe et qu'est-ce qui est à l'origine. En fait, quel est le moteur de tout ça? Parce que l'ADN, aujourd'hui, on sait qu'il a été surestimé. Dans les années 2000, le projet du génome humain a été une énorme réussite par rapport à la quantité de travail et surtout par rapport à la cohésion scientifique que ça a pu créer, notamment en Europe. Mais ça a été extrêmement décevant par rapport justement aux implications. C'est-à-dire que
on s'est rendu compte que finalement, on pouvait expliquer beaucoup moins de choses que ce qu'on pensait expliquer. Donc, en fait, comme dirait Chris Carter dans X-Files, la vérité est ailleurs. La vérité est ailleurs. Et donc aujourd'hui, on est, notamment dans les domaines de biophysique, on est en recherche justement de proposer des modèles qui permettent justement d'aller à la recherche de ce moteur, de savoir qu'est-ce qui explique que tout ça se mette en place de façon aussi précise et toujours de la même façon, avec autant d'efficacité. Et du coup, en parlant d'efficacité, tu expliques dans un de tes cours que en fait, il y a finalement très peu de chances pour que ça se passe, alors que finalement, ça se passe. Oui. Alors que finalement, le pourcentage de chances que ça puisse advenir comme ça advient est infime, parce qu'il y a énormément de critères à prendre en compte, qu'il faut tel paramètre, tel paramètre, tel paramètre. Et donc finalement, on devrait peut-être se retrouver avec, je sais pas, extrêmement peu de renouvellement de population. Et ce qui est incroyable là par rapport à ce que tu dis, c'est que le nombre d'éléments qui doivent se synchroniser augmente de façon exponentielle. C'est-à-dire que plus l'embryon devient complexe, plus il grossit, plus il y a de degrés de liberté, si je peux m'exprimer ainsi. Et donc, plus les probabilités pour que ça ne se passe pas augmentent. Or, c'est l'inverse qui se passe. Eh oui. Est-ce que ça ne nous amènerait pas à parler quelques minutes des fausses couches ? Dans le sens où justement, est-ce que ce serait pas presque la norme, tu vois, par rapport à ce qu'on est en train de dire, que finalement ça devrait être l'exception, que tout se mette en place et que ça puisse réussir, et que finalement les fausses couches pourraient d'une certaine façon être la norme parce que plein de paramètres. Mais en même temps, on constate que c'est pas le cas. Et en même temps, on constate que qu'il en existe quand même des fausses couches. Et souvent, pourquoi moi je te pose la question ? Parce que je constate que souvent, les fausses couches, c'est vraiment laissé à une sorte de hasard, que c'est du pas de chance, tu vois. Et moi, dans la compréhension que j'ai aujourd'hui du vivant et de ce qui se passe, j'ai la sensation qu'il n'y a pas que ça. Justement, tout ce qui se passe pour la maman, ce qui se passe dans son corps, fait que par moment, c'est peut-être mieux pour l'embryon que ça ne se poursuive pas. Oui, alors très clairement, c'est ce qui se passe en fait. C'est-à-dire que c'est pas une question de chance ou de malchance. C'est de malchance tout court, parce que c'est jamais une chance. Mais on est ce qu'on constate en fait quand on étudie quand même le vivant et globalement son environnement, c'est-à-dire même, on va prendre l'univers, on sent quand même que l'univers conspire à ce que la vie apparaisse. C'est-à-dire qu'on sent quand même qu'il y a une espèce de logique interne qu'on ne comprend pas encore pour l'instant, mais le vivant est tellement complexe qu'il a peu de chances finalement d'émerger et d'apparaître. Or, on voit quand même que son développement est très très rapide lorsque les conditions sont réunies. Et là, très clairement, lorsqu'il y a une fécondation, absolument tout dans le corps, et ça on l'avait vu dans les premières heures de la fécondation, absolument tout dans le corps de la femme conspire à ce que justement ça aille jusqu'au bout. C'est-à-dire que c'est comme si c'était quasiment le seul projet en fait du corps, de pouvoir accueillir cette vie et de la faire développer. Donc tout se concentre sur ça. Et donc ce qui fait qu'effectivement, si à un certain moment ça ne prend pas, c'est parce que ça n'a pas été possible, alors soit pour des raisons justement structurelles ou organiques, c'est-à-dire que il y avait des éléments d'un point de vue chimique qui ne correspondaient pas, par exemple l'anidation qui ne prend pas, d'accord, ou alors ça peut être pour des raisons toxiques, d'accord. Mais ce n'est pas parce que nous n'avons pas identifié la cause de la fausse couche qu'elle est liée au hasard. D'accord ? Parce que malheureusement, aujourd'hui, des causes toxiques, il y en a une quantité non seulement innombrable, mais surtout une très grande quantité que nous n'avons pas encore identifiée. D'accord ?
Donc, c'est-à-dire que même si on fait des tests en éliminant les toxiques que l'on connaît, il faut quand même comprendre que le monde dans lequel nous évoluons aujourd'hui développe des toxiques, des choses qui nous sont toxiques, mais dont on n'a pas encore pris conscience. Et on va le découvrir là dans quelques années. Il y a tel nouvel élément dans notre mode de vie, je sais pas, dans nos façons de vivre, hein, de consommer, de faire les choses. Il y a des choses qui ne nous conviennent pas, qui modifient un petit peu la façon de réagir de notre organisme et qui du coup est délétère justement pour l'accompagnement du fœtus. Donc, à mon sens, ce n'est jamais du hasard. Et même si le monde conspire au maximum à ce que la vie apparaisse, le nombre d'obstacles, il faut quand même avouer qu'il est croissant. Il est croissant. Ok. Je trouve que c'était une superbe introduction en fait. Même si ça fait 40 minutes qu'on parle, finalement, on pourrait encore enchaîner pendant des heures. Introduction sur le sujet, je pense qu'on y reviendra dans d'autres épisodes. Pierre, je te propose qu'on en reste là pour aujourd'hui. À moins que tu avais un dernier mot. Ouais, je vais juste rajouter quelque chose parce que je vais juste pousser le raisonnement un petit peu plus loin parce que tout à l'heure, je parlais du fait effectivement que, notamment en Corée du Sud, les gens avaient un an de plus que nous parce qu'on considérait que leur date de naissance était lors de la fécondation et non pas lors de la naissance. C'est-à-dire non pas la naissance, au moment où ils sortaient lors de l'accouchement. Et donc ça pose vraiment la question de l'être et du moment où l'être devient l'être. C'est-à-dire à partir de quel moment est-ce qu'on peut considérer qu'un être est vivant. Donc là, comme on l'a vu, hein, inconsciemment, si effectivement on le considère qu'à partir de l'accouchement, parce que c'est là où on lui donne un prénom, c'est là où on lui donne tous les attributs de notre monde physique, c'est là qu'on lui donne. Donc inconsciemment, tout ce qui est en amont, il n'existe pas. Bon. Si on va dans la dimension un peu Corée du Sud, eux vont considérer que ça commence justement à la fécondation. Mais pourquoi ne pas pousser le raisonnement plus loin? Tu veux dire à partir du moment où on projette le fait d'avoir un enfant? Exactement. Et ça, on y reviendra. Mais moi, je sais que dans le travail que je fais justement, dans l'accompagnement des parents qui veulent avoir justement, qui veulent enfanter, ça fait partie des premiers éléments que je pose en fait sur la table. La représentation qu'ils ont du vivant et la façon dont ils projettent en fait comment ils incarnent en fait leur futur enfant. C'est-à-dire que moi, j'ai le sentiment, effectivement, que à partir du moment où on projette cette idée en commun, le potentiel est déjà là. Et le potentiel est déjà une expression, pour moi, du vivant. Mais on y reviendra. Ça marche. Pierre, à très bientôt. On se retrouve pour un prochain épisode. Merci Aurélie. Cet épisode touche à sa fin. Bravo à vous de nous avoir suivis jusqu'ici. J'espère que ça vous aura plu, que ça vous aura apporté ce que vous étiez venu y chercher, voire même beaucoup plus. En tout cas, vous pouvez retrouver le travail de Pierre en descriptif de cet épisode. Vous allez avoir tous les liens pour pouvoir creuser, aller plus loin et puis toujours entretenir votre autonomie de pensée. Vous pouvez également soutenir le podcast en partageant à vos proches tout simplement. Et puis ça peut être sympa d'en discuter ensemble aussi. Ou alors en mettant 5 petites étoiles sur iTunes ou sur votre plateforme d'écoute. Je vous dis à très bientôt pour un prochain épisode. N'oubliez pas de partager le podcast et de mettre plein de petites étoiles. C'est vraiment important les étoiles.